Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Toulot. Mathilde Toulot, c'est une de mes belles rencontres d'Instagram. Alors, je précise que je ne l'ai jamais rencontrée en vrai et je suis incapable de me souvenir du pourquoi et du comment j'ai commencé à la suivre sur Insta. Mais je me souviens du premier message que je lui ai envoyé suite à un de ses posts. Je lui avouais la peur intersidérale qui m'habitait alors que j'allais accoucher de mon 3e enfant 2 semaines plus tard. Je voyais cette fille, Mathilde en l'occurrence, qui avait 3 enfants et qui débordait de créativité, tout en parlant de ses doutes. Et en gros, je lui ai demandé « Mais comment tu fais ?» Parce que pour moi, être une femme avec 3 enfants et être créative, ça me semble impossible. Et on a commencé à échanger. Et quand Genre de fille est sorti, je savais que je voulais l'interviewer. Mathilde, c'est la créativité sous toutes ses formes et l'écriture comme mission de vie. Je vous laisse écouter notre échange. Mathilde, pour débuter cette interview, je vais te citer. Bon, déjà, je te dis bonjour. Bonjour Anne-Laure. Je commence déjà à mélanger les pinceaux, mais c'est pas grave. Alors en fait, j'ai fait une capture d'écran de ta réponse à un post de Géraldine Dormois et c'est une réponse qui m'a pas mal marquée, en tout cas suffisamment pour que je la note et que j'ai envie de l'utiliser pour pour t'introduire dans cette interview. Alors pour remettre dans le contexte, c'est Géraldine qui annonçait que la totalité de son blog et des archives avaient disparu en même temps que les serveurs d'OVH qui avaient brûlé. Et donc je cite ta réponse. Mon site professionnel a été scratché par mon développeur après des milliers d'heures de travail pour écrire et rassembler ma vie de directrice artistique / vidéaste / rédactrice / fille de la mode. De ce profil-là, il ne restait plus rien. Plus rien pour le prouver, juste la mémoire des gens, les éléments épars dans les têtes, sur Internet et dans mon ordi. Le travail est là, il reste, mais n'est accessible nulle part. Je flotte dans une existence pro et digitale non caractérisée, non circonscrite. C'est bien aussi pour se réinventer. Quand il n'y a plus de socle, ça oblige à s'envoler. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je pense que c'est cette histoire du blog de Géraldine, qui est une amie qui brûle, et cette histoire de mon développeur qui scratche mon site. Je pense que c'est un fort pouvoir évocateur dans le sens où il s'agit de faire mourir, d'accepter que quelque chose meure pour qu'autre chose puisse naître. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'il faut réussir à faire mourir pour pouvoir faire naître. C'est-à-dire qu'il faut réussir à vider pour pouvoir remplir à nouveau. Et, euh, et pour moi, quand ça m'est arrivé, ça a été un message très fort envoyé. C'est-à-dire que soit j'avais le choix, soit je courais chez mon développeur et puis je l'assassinais de 54 coups de couteau, Ouais. ou alors... Ou alors, je disais, OK, ma petite Mathilde, tu ne veux plus faire ce métier et ton site est scratché. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, j'ai sorti mes ailes et je me suis mis à écrire mon livre. Et ça a été le catalyseur pour... Non, tu avais déjà commencé à écrire ton premier livre. En fait, c'est mon premier livre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit toute ma vie. Moi, je suis une fille de la mode, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode, mais j'ai vraiment une formation littéraire. Donc, j'ai aussi fait des formations d'écriture de scénario. Mais en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode. Donc, j'étais journaliste, j'écrivais pour des papiers, des articles. Et puis, j'écrivais aussi la communication des marques. Ouais. Des marques de luxe, des marques grand public. Et puis, et puis j'ai ouvert mon blog qui n'était que sur les chaussures en 2011. Et en 2012, Le Monde m'avait appelé pour que je devienne un blog du Monde. C'est sympa quand même quand le Monde t'appelle pour te dire on veut que tu sois un blog du Monde. Ouais, non, je suis allée au rendez-vous et puis j'étais là genre, vous êtes sûr que c'est bien de moi dont vous parlez ? Ouais. J'en revenais pas. Ah oui, j'étais hyper flattée. Mais je suis quand Je même te partie comprends. 2 ans après.
Je suis partie 2 ans après parce qu'en fait, ça me convenait pas. J'avais envie d'être libre. J'avais lancé ce blog justement parce que je n'en pouvais plus des commandes et je Ouais. n'en pouvais plus des contraintes éditoriales, des commandes, etc. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans l'ombre d'un immense média. Et donc, du coup, finalement, je suis restée que 2 ans. Mais attends, Euh, tu dis que ça te convenait pas parce que donc ça veut dire que tu avais des comptes à rendre au groupe Le Monde parce que tu avais un blog chez eux? Ça me convenait pas parce qu'en fait, je pouvais pas installer tous les widgets que je voulais, je pouvais pas faire les changements que je voulais, je pouvais pas développer d'un point de vue technique les changements que je voulais parce que Ouais. sinon ça risquait de remettre en cause la plateforme du monde. Ok. Donc, tu vois, tu peux Ouais. même pas discuter, quoi. Bref, et donc du coup, j'ai écrit ce que je dis, voilà, après j'ai fait des films, enfin j'ai vraiment développé beaucoup l'écriture. Quand je dis j'ai fait des films, j'ai réalisé des vidéos pour les marques aussi. Attends, Donc, du et ça, coup, comment tu t'es retrouvée tu savais faire? T'as appris sur le tas? Enfin, je veux dire, pour faire des vidéos, c'est quand même, il y a un vrai savoir j'ai technique. complètement appris sur le tas. Ah, mais attends, c'est dingue. Alors, j'ai souffert du syndrome de l'impostrice, il n'y a Ouais. aucun problème. Et puis, j'ai eu des grands moments de solitude où, quand j'avais une équipe de 30 personnes sur le plateau avec une grosse caméra, un chef-op et tout, et qu'ils me posaient une question et que je ne savais tout simplement pas la signification du mot. Oui, oui, non, mais j'imagine. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, tu vois, moi, j'ai pas peur de dire, ah, attends, Je sais explique-moi, je pas. comprends pas. Hmm. Mais il y a des moments, tu peux pas, à 9 heures du matin, déstabiliser toute une équipe parce que tu ne comprends pas ce qu'on te dit, mais pas parce que tu n'es pas intelligente, parce que tu ne connais pas la signification des mots. Ouais. Donc, du coup, voilà, bon, voilà, ça crée des petits moments de solitude, mais franchement, c'était pas très grave parce que je m'amusais, j'étais très entourée. Et alors, attends, Et, explique-nous. en fait, et donc du coup, j'étais en train de parler tu m'avais demandé comment j'étais arrivée Oui, vas-y. à écrire. Et donc, du coup, en fait, oui, c'est vrai que j'ai un parcours professionnel qui ferait frémir n'importe quel jeune qui me demanderait comment t'en es arrivé là. Mais non, mais c'est ça qui est super, c'est C'est que vraiment. c'est hyper varié, c'est hyper riche. Mais moi, ça me fascine. Je sais pas, je t'imagine avec une marque qui est en train de te dire, tu peux nous faire un film, une vidéo, et toi en train de dire, Et ben, c'est ouais, ouais, exactement. pas de problème, Bah, t'as nickel. tout pigé. Bah, t'as tout pigé. C'est comme ça que les choses se sont toujours faites. Mais je crois que tu as Et raison, hein. voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste. J'aime toujours vivre des expériences nouvelles. Et donc, du coup, voilà, ça m'entraîne à chaque fois sur des nouveaux terrains. Mais c'était aussi finalement peut-être une manière de ne pas vraiment exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et quand même, toutes ces années, je sentais que à l'intérieur, et c'est une image que j'utilise souvent, qu'à l'intérieur, en fait, les petits écrous, qui sont vraiment les écrous de la vérité de soi, et ben, ils tournaient au ralenti. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne s'exprimait pas, en fait, Ouais. qu'il y avait quelque chose qui se cachait. Et, euh, et, hum, Alors et que en tu fait, avais quand il y a un même, moment donné, t'avais quand même un métier qui était hyper créatif. Donc on pourrait se dire comme bah ça. oui, donc ça marchait. Enfin, je veux dire, j'étais contente. Je m'éclatais hein, quand même. Et puis, je travaillais pour vraiment des très grandes marques. Puis voilà, je faisais des voyages. Et puis, c'est le moment où j'ai fait mes 3 enfants. Donc, vraiment, j'étais genre tagada, 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 quoi. Ouais. Et en fait, même si l'écriture faisait complètement partie de ma vie, elle était vraiment hyper importante. Mais en fait, il me fallait encore du temps pour comprendre à quel point c'était ça que je voulais faire. Et c'était ce pourquoi j'étais sur Terre. Et ça, tu l'as compris quand alors? Bah, je l'ai compris. En fait, j'ai eu ma fille. Donc, j'ai eu un troisième enfant et c'était une fille. Ouais. Et c'est pas rien d'avoir une fille quand on est une mère. Et j'ai été bouleversée. Et puis, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée qui m'ont bouleversée. Ouais. Et en fait, je n'arrivais plus à faire comme avant. Euh, la dernière fois, comme on s'est déjà parlé, en fait, excuse-moi, je dis la dernière fois, mais je te disais, tu vois, que en fait, quand mon premier enfant est né,
il y avait quand je l'avais dans le ventre, je veux dire, mon premier enfant, je me disais sans cesse et je ressentais ça comme une conviction intime très forte qu'il était ma priorité, mais que j'étais aussi ma propre priorité et que cette espèce d'équation impossible, elle était pourtant ma réalité. Ouais. Et en fait, 10 ans après, quand j'ai eu mon troisième enfant, à nouveau, l'équation est arrivée. À chaque fois que j'ai eu des enfants, ça m'a vraiment boosté dans ma vie de femme. Bon, ça a créé la mère Mmh. en moi, mais ça m'a boosté dans la vie de femme. À chaque enfant, il y a quelque chose que j'ai lâché professionnellement et chose que j'ai accueilli professionnellement, parce qu'en fait, en ayant par exemple mon premier enfant, je me rendais compte que je ne pouvais plus faire tous ces boulots, tous ces rendez-vous qui ne me plaisaient qu'à moitié, parce que de toute façon, j'en avais plus le temps et qu'il fallait donc que je ponctionne l'essentiel, en fait, puisque ma journée commençait à 9h30 quand Alphonse était déposé chez la nounou et elle s'arrêtait à 18h30 quand je le récupérais. Ouais. Et en fait, 10 ans plus tard, quand j'ai eu ma fille, il s'est passé cette chose-là, mais de manière presque plus cataclysmique, c'est-à-dire que je pouvais plus faire semblant. Je n'arrivais plus à faire ce qui n'était pas gravé dans mon cœur, en fait, Ouais. ce qui n'était pas extrêmement important pour moi. Donc en fait, j'ai continué comme ça. J'ai repris le travail, puisque de toute façon, j'avais besoin de travailler pour vivre. Donc j'ai repris le travail, mais je sentais que la petite roue à l'intérieur de moi, heu, il fallait qu'elle commence sérieusement à tourner et à se mettre en branle. Et en fait, j'ai eu l'occasion avec mon travail, en fait, de partir, Ouais. avec l'un des derniers, magazines pour lesquels je travaillais. J'ai eu l'occasion de partir avec un gros chèque et je me suis retrouvée en ayant, du temps, de l'argent et un bureau qu'une amie m'a proposé, en fait, qu'elle habite, c'est mon amie Valérie, qui habite, un grand appartement et il y a un petit bureau absolument charmant qui donne sur tous les toits de Paris avec la tour Eiffel dans le fond et elle m'a dit: «Viens travailler là». Parce que j'étais vraiment perdue, j'étais homeless quoi, de Ouais. bureau, enfin j'avais mon bureau à moi, mais qui est en coworking, donc du coup je pouvais pas travailler et donc en fait j'ai réuni, les 3 clés de Virginia Virginia Woolf? Woolf, hein. Ouais. Voilà, le temps, l'argent, le lieu à soi et là, je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, j'avais pas autre chose à faire que ça. Que, je sais pas, c'est presque mystique en fait de se dire Tu étais à ta que place. en fait ouais, que j'étais à ma place et je me souviens avoir lu une phrase de Gloria, Steinem Ouais, pas mal. Steinem qui disait qui parle de l'écriture et qui dit: «Le moment où j'écris est le seul moment où je sens que je suis à ma place» et je me suis reconnue là-dedans. Et donc là, tu as commencé donc à écrire, chez Valérie avec ta vue sur la tour Eiffel, sans être trop stressée, par rapport à des considérations matérielles, ce qui est quand même, génial et Mais tu peux pas sinon, tu bah, peux non, pas, hein, ouais. je crois qu'un livre, ça s'écrit pas, c'est impossible de l'écrire, quand tu as 5 minutes, dans un coin. C'est un véritable engagement Et donc de là, ouais, pardon, vas-y. non, non, j'ai et c'est un véritable engagement, tu vois? J'ai commencé à le rédiger en mars 2019. Ah oui et puis alors donc en mars 2019, en fait, je lançais vraiment, voilà, je lançais vraiment la rédaction du livre. C'est-à-dire que ça faisait quelques mois que je prenais des notes, tout en travaillant, avec, mes clients, mais j'avais décidé de partir 4 jours pour vraiment officialiser le lancement de l'écriture. Enfin, j'avais rien à prouver à personne, mais c'était pour moi comme une symbolique. Et Ouais. donc du coup, je me suis trouvé une super mignonne chambre d'hôtel à Lisbonne et je suis partie du lundi au vendredi
Et en fait, il s'est passé un truc assez dingue. C'est que je suis la veille avant de partir, je suis un peu malade, je vomis. Je me dis: «Ah Mathilde, mais c'est pas possible, écoute, franchement, bah, voilà, tu tombes malade avant de partir, non mais c'est typique», et puis je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, c'est la peur, tu vois, qui fait ça, c'est pas grave, je vais guérir». Et donc le lendemain, je prends l'avion et tout ça, la journée se passe, le lendemain matin, j'écris toute la matinée, je suis hyper contente, je ne sors pas de ma chambre d'hôtel, et puis l'après-midi, je commence à avoir, des 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 mal au ventre, Ouais. et ça se poursuit, et je commence à avoir vraiment de plus en plus mal, et je me rends compte que j'ai des contractions. J'avais des contractions. C'est-à-dire que, de toutes les je sais pas, toutes les 10 minutes, tout d'un coup, j'avais extrêmement mal dans le bas du ventre et dans les reins, et et la douleur montait comme ça de plus en plus fort. Je me dis: «C'est quand même pas possible», donc le soir, bon, je mange un peu de riz, je mange léger, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe Mathilde?» et cetera. Le lendemain matin, je me réveille, ça allait très bien. Je me remets à écrire, et l'après-midi, en début d'après-midi, pareil, ça monte, les contractions, et je me dis: «Mais», Et tu as fait le lien avec des contractions de grossesse ou pas? et donc non, mais bien sûr, je me dis: «Mais Mathilde, c'est un truc de malade, tu es en train d'accoucher». Symboliquement, c'est la première fois de ta vie où tu décides que tu vas t'autoriser et te permettre, après, je pense, 20 ans où j'avais envie d'écrire ce livre, et j'avais déjà essayé d'en écrire un 10 ans avant, et j'avais échoué parce que j'étais pas, assez forte mentalement, et que Ouais. j'étais pas aussi, je pense, assez entourée, tu vois? Aujourd'hui, je suis très entourée, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai un mari, des enfants, des amis, et donc du coup, bah, c'est hyper important, hein, pour un artiste, une écrivaine, d'être, en harmonie, autour de soi, pour pouvoir plonger à l'intérieur de soi, et raconter comme ça autant de monde, et se mettre autant au bord du vide dans ce qu'on raconte, bah, il faut qu'il y ait une très grande stabilité à côté. Et tu as eu l'impression Et tu eu l'impression d'être plus entourée à ce moment-là que 10 ans avant, en fait? oui, aujourd'hui, oui, bah oui, oui, aujourd'hui, je suis avec l'homme de ma vie, on a des enfants, il me soutient chaque Ouais. jour, il me lit, il me conseille, enfin, il est vraiment, il me soutient à 100. Ouais. Et voilà, il y a 2 ans, voilà, que j'ai halluciné quand j'étais à Lisbonne, et que je me suis rendu compte que j'avais des contractions et que j'étais en train d'accoucher, quoi. J'étais en train d'accoucher d'un projet de livre, et voilà, Et c'était, ça t'a conforté dans ton idée de te dire, «C'est peut-être ma mission de vie, allez, je m'y mets à fond et on verra ce que ça donne»? en fait, j'avais fait vraiment tout le chemin. Rien que de faire ça, de vraiment, pour moi, c'était beaucoup de réussir à se permettre et s'autoriser, peut-être de faire un projet, de passer énormément de temps à réaliser une œuvre sans que l'objectif soit, visible, Ouais. et que, l'objectif, il est peut-être, de ne pas y arriver, de je sais pas, et ça pour moi c'était vraiment, un chemin, je te dis, ça m'a pris, 20 ans pour m'autoriser à faire ça. Ouais. Et donc après, à ton retour de Lisbonne, où donc ça a été quand même hyper productif, tu as continué sur cette lancée, tu t'es dit, «Ça prendra le temps qu'il faut». Est-ce que tu avais un planning? Comment tu t'es Mais organisée? non, mais moi, je suis tombée dans tous les écueils possibles et imaginables. Je me suis dit: «Oh, mais génial, en juillet, c'est terminé». Et en plus, je voyais très bien, tu vois, la masse de travail que ça représentait. J'étais complètement dans le déni, quoi. Et là, non, là, je me suis mis à travailler, tous les jours. Je me D'accord. suis mis à travailler tous les jours pendant plusieurs mois, mais sans méthode.
En fait, c'est simple, j'ai appris en 2 ans, j'ai complètement appris, mon métier sur le tas. J'ai vraiment écrit toute ma vie, mais j'avais jamais écrit de forme longue et là vraiment, mais je suis tombée dans tous les écueils, mais possibles et imaginables. J'ai pas assez travaillé ma structure, donc j'ai écrit sur du sable pendant enfin, en même temps, ça créait de la matière puisque de toute façon, ce n'est qu'à partir du moment où tu as commencé à créer de la matière que tu peux commencer à la malaxer. C'est Ouais. comme, une structure d'argile. Si tu prends pas de l'argile dans le sac et que tu commences à la malaxer, bah, il se passera jamais rien. Et l'écriture, en fait, tant que tu n'as pas commencé à créer de la matière, tu peux absolument pas la sculpter. Donc, du coup, tout ce travail, il a été très. J'ai beaucoup pensé à Flaubert, hein, qui écrivait 200 pages pour n'en garder que 10. Voilà, je me Oh. disais, à travers, je regardais le ciel comme ça, et puis je disais, je suis dans ton équipe, Flo Flo. Mais attends, Et donc, ouais. voilà. Et après, je pense que j'ai vraiment commencé à activement. J'ai trouvé ma structure, j'ai trouvé la manière vraiment dont j'allais faire rouler le livre. Je l'ai trouvé vraiment en janvier 2020. Ouais. Et Sachant que j'avais quasiment travaillé tous les jours de 2019. Hein. Je sais pas si tu vois la pugnacité qu'il faut. ah mais si, la discipline que tu as mise en place est quand même dingue, hein. Ouais, 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 Et ouais, donc, ouais, complètement. est-ce que tu l'as fini ton livre ou pas alors? J'ai vu des petites stories sur Insta. Ça m'a fait beaucoup rire, Bah mais là, ouais, oui, oui, je finis quasiment là, je sais pas, juillet. Enfin, je sais pas, d'accord. ça me torture un peu parce que c'est difficile, tu vois, de donner une date, mais Ouais, juillet ou voilà, j'espère le relire peut-être fin août et puis qu'il soit complètement prêt en septembre. Je l'aurais ouais. vraiment visé plusieurs fois et je le possède entièrement dans ma tête. Mais sur Instagram, où on peut voir, enfin, en tout cas, moi, je te suis et on peut dire que tu es féministe et que tu es quand même assez engagée. Enfin, tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. Est-ce que tu trouves que ton féminisme, il a influé dans ton livre, dans ta manière d'écrire, dans le sujet, ou pour toi, c'est deux choses très différentes? Ah non, mais alors moi, je ne suis pas une militante dans le sens où j'aimerais bien l'être, mais je ne le fais pas. Je ne vais pas me donner toutes les excuses en me disant j'ai 3 enfants, je suis très occupée, etc. Non, je ne le fais pas parce que je pense que je ne suis pas encore prête ou peut-être que je n'en ressens pas le besoin. Donc je ne suis pas militante. Mais par contre, il y a quelque chose dont je suis persuadée, c'est que l'intime est politique. Et donc dans mon intimité, je ne lâche rien. C'est-à-dire que j'élève mes enfants, mes garçons et ma fille avec cette pensée féministe, mais c'est pas que j'applique un raisonnement, c'est qu'elle coule dans mes veines. Ouais. Donc, je vis comme ça et je ne milite pas au grand public, mais je milite tout le temps. Je milite tout le temps dans ma vie intime, avec mes proches. Et, et Et parfois, forcément dans l'écriture, alors? mon propos, bien sûr, il ne parle que de ça. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, on vit vraiment dans un monde qui est vu par la lorgnette des hommes. C'est comme ça qu'il s'est construit. Et donc, du coup, nous, les femmes, on lit des livres écrits par des hommes, on connaît la vision des hommes de la société, mais celle des femmes, on la connaît finalement dans notre chair, mais pas vraiment dans le partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce dont j'ai envie, c'est qu'on puisse justement véhiculer l'intimité des femmes. Ah, mais Et je suis tellement et d'accord. je pense, et Le quotidien devrait être considéré, le quotidien d'une femme devrait être considéré comme quelque chose de politique et d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'avais lu oui, un tu vois, par truc. exemple, l'autre jour, je discutais avec une. En fait, j'ai fait un post sur Instagram, je sais pas, il y a quelques mois, sur le deuil des enfants qu'on n'aura plus jamais. C'est-à-dire quand Oui, tu as déjà eu des enfants et que tu n'en auras plus. Et en fait, moi, j'ai eu 3 enfants, donc ça va. On pourrait se dire, bon, bah ça va, tu vas pas te plaindre. OK. Et en plus,
je n'en veux pas d'autres, je suis fatiguée, mon corps ne peut plus, et cetera. Je trouve que j'ai passé l'âge et en fait, je me rends compte à quel point, c'est un deuil. C'est-à-dire, ça me rend triste, mais profondément triste et en fait, l'autre jour, j'étais à une fête et puis il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit, «J'ai lu ton post, il m'a beaucoup émue» et elle me dit: «C'est vrai, je me rendais pas compte. Tu as raison, ce que tu as dit sur le deuil de tes enfants qu'on n'aura plus jamais». Elle m'a dit: «C'est une évidence, mais en fait, je ne l'avais jamais conceptualisé» et je lui dis: «Mais oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une société, d'hommes, enfin, en tout cas, on en est le résultat et pour les hommes, ça ne s'arrête jamais. Mmh. Ça n'existe pas, ce deuil. Il n'existe pas. Et on m'a reproché d'opposer les hommes et les femmes sur ce sujet, mais c'est un fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande différence entre dire non, mais moi, de toute façon, je suis un homme, je n'aurai pas d'autre enfant avec une femme parce que elle, c'est la femme de ma vie, on s'arrête, mais d'avoir toujours la possibilité de le faire finalement jusqu'à la mort, et il y a une grande différence avec le fait que nous, à un moment donné, ça s'arrête réellement. C'est réellement terminé. Et donc, en fait, ça, c'est un exemple que je donne, cette intimité-là, ce regard-là, cette conceptualisation-là des événements du corps de la vie d'une femme et donc de son psychisme, puisque le psychisme est lié aux aventures du corps, eh ben, moi, je voudrais que ça, on puisse le ramener à égalité des hommes. Voilà. Ouais. Et que l'intimité des femmes et de leur psychisme et de leur aventure psychique soit visible. Il y a tellement de choses, à dire et à défricher, mais surtout de prendre la parole sur ces sujets-là ou d'écrire là-dessus. Enfin, j'espère que nos filles, plus tard, elles auront, matière à lire, à découvrir et avec un livre comme le tien, tu vois? Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc, moi, je me rappelle très bien de ton post, Mathilde, parce que je t'avais envoyé un message justement et c'était au moment où je venais d'accoucher de ma troisième, parce que moi aussi j'ai 3 enfants Mmh. et Mmh. ça m'avait énormément pareil, ça m'avait ce côté, se dire: «Tu es à la fois au bout de ta vie et tu sais que tu ne veux plus d'enfants», mais même quand tu sais que tu ne veux plus d'enfants, tu as cette espèce de mélancolie de savoir que tu ne seras plus enceinte. En tout cas, moi, j'ai eu cette mélancolie de me Mais dire: «Je ne serai plus jamais enceinte» mais et c'est un deuil, c'est exactement, un deuil. Un ouais. deuil, ça veut dire accepter que quelque chose ou en tout cas, c'est traverser, la mort. Et quelque part, c'est traverser quelque chose qui ne sera plus, qui n'existera plus. Donc pour moi, c'est un véritable deuil et aujourd'hui, bah, on n'en parle pas. Ce n'est pas considéré comme une étape de la maternité. Non, parce qu'on Parce pri que ouais. parce que la maternité aujourd'hui est vue du point de vue, n'est pas vue du point de vue féminin ou en tout cas l'intimité n'est pas vue du point de vue féminin. Non, mais c'est Mais bon, hyper intéressant. mon livre n'est pas militant, hein. Je suis pas, je ne milite pas, hein. Ouais. Moi, je Non, raconte mais c'est des hyper histoires. intéressant. Moi, je te connais beaucoup dans ce côté, pas militant et en même temps, le fait d'être profondément, pouvoir être agacé par certains trucs. Bon, d'ailleurs, on va passer aux petites questions de la fin. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer, Mathilde? Les actes sexistes. Je pense que je pourrais à mon avis, ça dépendrait des jours, mais ce qui me met vraiment en colère, tu vois, l'autre jour, j'étais, à la Fondation Pinault, là, la bourse du commerce qui vient Ouais. d'ouvrir. J'étais toute seule au milieu d'une salle, la salle de Kerry James Marshall, qui est un peintre africain-américain qui a peint notamment les émeutes raciales et cetera. Donc j'étais toute seule au milieu de cette salle qui fait à peu près 40 mètres carrés. Je vois rentrer un grand blanc bourgeois, à peu près 60 ans. Je le vois qui s'avance vers moi, c'est-à-dire il ne dévie pas sa trajectoire. Je décide que moi non plus, je ne vais pas bouger pour le laisser passer. Eh bien, le type me frôle comme si je n'existais pas. Oh! Ça me met en colère. Et ce qui me met encore plus en colère, c'est que il va me falloir peut-être encore du temps avant d'être capable de me retourner et de lui dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous Ouais. n'avez pas le droit de me frôler. Ne serait-ce
que pour qu'il prenne conscience que ce qu'il vient de faire, c'est une agression et un acte sexiste, et de le faire pour toutes les autres femmes auxquelles qui vont subir ce traitement-là. Mmh. Alors Voilà ce qui me met en colère. ouais, ce qui est drôle, c'est que je précise pour, celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on avait fait un premier enregistrement, toi et moi, c'est juste que j'avais oublié de brancher le micro était pas bien branché. Résultat, on avait fait une première session et à la première session, qui n'a pas bien marché, quand je Qu'est-ce t'avais que j'ai dit? ah mais si! Quand je t'ai posé la question: «Qu'est-ce qui te met en colère?» tu m'avais donné ce truc qui m'a fait enfin que je trouve génial. Tu m'avais dit, tu sais, la dernière fois, tu étais dans la rue et tu vois une voiture à l'arrêt, mais qui laisse son moteur tourner et tu étais allée taper à la fenêtre en disant, «Dis donc» et tout et en fait, la dame qui avait baissé la fenêtre, c'était, la maman d'un copain de ton fils et et j'ai trouvé J'étais ça trop génial. mal. Oui, mais en même temps, c'est vrai que Ouais, c'est tellement agaçant ces voitures ouais, qui ouais. tournent, bon. Ah ouais, ouais, non, mais ça m'agace à mort, genre en permanence, en permanence. Un des gestes que je dois faire plusieurs fois dans la journée, c'est tourner mon poignet sur lui-même, du genre coupe le moteur. Je vais finir par avoir une tendinite. Coupe le moteur. Qu'est-ce qui t'anime, Mathilde? Qu'est-ce qui m'anime? Mmh. Qu'est-ce que j'avais répondu la dernière fois? Je sais plus. Non, non, je rigole. Qu'est-ce qui m'anime? Je crois que ce qui m'anime, et peut-être que j'avais répondu ça la dernière fois. Ce qui m'anime, c'est de me sentir en lien avec les autres. C'est de me sentir connectée avec les autres. Alors, je ne parle pas d'une connexion Internet, ni d'être connectée dans le sens réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne suis pas une master des réseaux sociaux. C'est d'être plusieurs fois par jour profondément connectée avec soit les gens avec qui je vis, soit avec les amis que je rencontre. Et ça vraiment, pour moi, c'est ce qui m'anime, Et c'est le lien. en même temps, c'est un peu contradictoire avec le fait d'adorer écrire, parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de profondément solitaire. Bah oui, en fait, c'est vraiment 2 démarches qui se complètent. C'est-à-dire que d'un côté, le matin, je plonge à l'intérieur de moi et je connecte tout ensemble à l'intérieur de moi et je raconte des histoires et je plonge avec mes personnages et je les suis à la trace et je connais leur psychisme par cœur. Et l'autre partie de la journée, eh ben, je me confronte au monde extérieur et je rencontre et je me connecte et je crée des liens, heu, avec, des amis ou des gens que je rencontre fortuitement dans la rue, des fois, des fous rires, des instants, et en fait, le combo des 2 bah, fait que c'est my way of life. D'accord. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Hem, oui, alors, j'ai, une de mes amies qui s'appelle, Élodie Milot, qui, est, une amie à moi, depuis 20 ans, qui est chanteuse, interprète, on dit Ouais, compositrice, interprète, d'accord. et qui est une des personnes, les plus libres que je connaisse. Voilà, et qui m'inspire beaucoup par, sa capacité à être libre, et à faire fi, des peurs et des attaches. Voilà. Ouais. Et ça ne l'empêche pas de traverser la vie avec ses épreuves, mais elle a à l'intérieur d'elle cette liberté qui m'inspire depuis toujours que je la connais. Ouais, mais en tout cas, c'est la manière dont on parle, ça donne non seulement envie de l'interviewer, mais ça fait rêver. Ce mot liberté, Ouais, c'est hyper fort, je trouve. ouais, ouais, Et ouais. quel genre de fille es-tu, Mathilde? Hem, je suis le genre de fille, qui, j'ai toujours autant de mal à répondre à cette question. Heu, en fait, non, je suis le genre de fille qui, ne croit pas en elle, qui se prend beaucoup la tête, qui pense qu'elle ne va jamais y arriver, et en même temps, qui a une confiance totale en ses capacités et qui sait qu'on peut traverser la peur parce que de l'autre côté, il y a quelque chose, et que peu importe ce qu'on y trouve, en fait, ce qu'il faut cultiver, c'est la curiosité. Et voilà, tant pis si je suis pas un génie, tant pis, si, j'ai un manque de confiance en moi, terrible,
c'est pas grave, j'y vais. C'est chiant les génies, personne n'aime les génies. On va rester sur ce dernier mot de la curiosité et merci beaucoup Mathilde. J'étais super Merci contente Anne-Laure de de discuter m'avoir. avec toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!